Enregistrement. Donc, cette dernière capsule, c'est une capsule qui est un petit peu différente dans le sens qu'on va parler de façon, je dirais, un petit peu plus macro. Donc, en général, à Echo, on parle beaucoup de cas, beaucoup d'enjeux cliniques, beaucoup d'enjeux, donc relations patient-médecin. On s'attarde un petit peu moins au sens un petit peu plus global de l'organisation des soins. Puis on trouvait ça intéressant d'en parler un petit peu plus, puis de faire le lien de quelles répercussions ça peut avoir au niveau clinique. Donc, pour cette présentation-là, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Puis, on va essayer justement de parler un peu de, quand on parle d'intégration des soins, là, ça vient de où? C'est quoi l'évolution des différents modèles d'intégration des soins? Faire le lien avec un autre service du CTC, là, qui est le service soutien-conseil. Puis c'est possible qu'il y ait certains des établissements où vous travaillez là, qui ont recours à ces services-là. Donc, on trouvait ça bien de faire le lien avec ça et de vous parler un peu là, de c'est quoi l'impact que ça peut avoir, l'implication du service soutien-conseil. Donc, moi, j'ai un double rôle, je dirais, dans le soutien conseil. Là. J'ai été un accompagnateur pour certaines régions, mais notre équipe ici, là, le service de psychiatrie des toxicomanies, on a également reçu là, les services du soutien conseil. Donc, j'ai vécu l'expérience des deux côtés de la clôture. C'est quoi le service de soutien conseil? C'est un service en fait qui est aussi offert par le Centre d'expertise en troubles concomitants, donc un autre volet que le volet éco, qui offre une démarche d'accompagnement aux établissements du réseau de la santé, mais aussi à certains organismes communautaires là, qui en font la demande. Puis le but de cet accompagnement, c'est d'essayer d'adapter les services pour implanter là, les meilleures pratiques en troubles concomitants. Dans cet accompagnement-là, il y a des accompagnateurs qui vont rencontrer les équipes. Puis il y a aussi un travail qui est fait par l'équipe du CCTC là, pour offrir de la documentation, pour guider les décisions, des outils cliniques, des outils pour le transfert des connaissances. Puis le but de cet accompagnement-là, c'est d'arriver à ce que les établissements puissent établir un plan d'action pour transformer leurs pratiques, pour avoir une meilleure intégration au niveau des services, au niveau des soins. Quand on parle d'intégration, ça vient en fait d'initialement de la façon dont les traitements étaient donnés lorsqu'il y a une double problématique. Donc, il y avait initialement le traitement qu'on dit séquentiel, qui est de traiter une condition une après l'autre. Donc, si quelqu'un, par exemple, a une problématique d'anxiété puis une problématique d'alcool, ben, on lui dit adresse un des deux problèmes, puis une fois qu'un des problèmes est réglé, on regardera pour adresser le second. Le traitement en parallèle, c'est lorsque les deux traitements sont pris de front en même temps, mais avec deux équipes qui sont séparées en soi. Donc, si on reprend la même situation, ben, c'est que la personne aurait des services avec une équipe ou une personne pour l'anxiété, puis pour l'alcool de l'autre côté. Et le traitement intégré, ben, c'est l'idée d'essayer de traiter les deux conditions de façon simultanée par la même équipe de traitement, qui peut être une équipe ou non multidisciplinaire. C'est pas en soi une solution miracle pour tous les problèmes. Il y a certaines impasses qui demeurent. Je pense que ECHO, on a pu parler là, de plusieurs de ces situations-là d'impasse, mais il y a en général des données là, qui soutiennent la supériorité d'avoir cette réflexion-là d'approche intégrée. Quand on parle de traitement intégré, des fois les gens se disent ah ben c'est nécessairement dans des problèmes, dans des programmes de troisième ligne ou surspécialisés. Mais le but aussi de cette présentation-là, ben, c'est de montrer que l'intégration des services, ça peut se faire à différents niveaux. Ça peut se faire que ce soit dans les soins de proximité jusque dans des équipes effectivement spécialisées. On va parler d'un point de vue organisation des soins, donc de se mettre en tête de où les patients vont, qu'est-ce qu'ils ont comme service. Donc, il y a eu des réflexions là-dessus sur quel patient, quelle personne devrait être référée à quel endroit. Puis, un des premiers modèles qu'il y a eu avec ça, c'est le modèle qu'on appelle le modèle des cadrans et qui s'adapte selon le degré de sévérité des troubles. L'idée, c'était que des gens qui ont des problématiques relativement légères, autant au niveau de la santé mentale que de la toxicomanie, mais étaient suivis plus dans les services de première ligne ou de proximité. Puis s'il y avait une des deux troubles qui était plus sévère, donc par exemple un trouble d'usage qui serait sévère avec
un problème d'anxiété, ben là, les services sont plus dans des services spécialisés en dépendance. S'il y avait un trouble de santé mentale plus sévère, donc par exemple une personne qui aurait une schizophrénie avec un trouble d'usage un peu moins sévère, ben, c'est plus les services en santé mentale. Et lorsque les deux problématiques étaient sévères, ben, c'est là qu'on réfléchissait à des programmes intégrés spécialisés en comorbidité. Euh, L'enjeu, donc ce modèle de cadran-là peut aider à organiser certains soins. Un des enjeux, c'est que c'est un peu statique. Donc, quelqu'un qui a un trouble très sévère des deux, ben, sur papier, resterait dans des programmes spécialisés, mais c'est pas nécessairement réaliste et puis c'est pas nécessairement le besoin en permanence. Et quelqu'un qui a des problèmes plus légers, mais ça peut quand même arriver s'il a de la difficulté à se stabiliser, d'avoir besoin d'autres services plus spécialisés. Donc, ce modèle-là a quand même évolué, puis on a entendu parler quand même pas mal des modèles qu'on dit par palier, avec différents niveaux de soins. En gros, le niveau 1, c'est le niveau qui est plus dans la prévention, puis plus on monte dans les hiérarchisations des niveaux, plus on arrive dans des équipes effectivement plus spécialisées avec des situations complexes. Mais la portion qui est clé là-dedans, c'est toutes les petites flèches. Puis vous voyez, il y en a assez qu'on n'est plus sûr dans quel sens elles vont, puis qu'est-ce qu'il y en est. L'idée, c'est que c'est pas statique, qu'on n'a pas besoin de faire niveau 1 suivi de niveau 2, suivi de niveau 3, suivi de niveau 4, suivi de niveau 5, puis qu'une fois on est à niveau 5, qu'on stagne là. C'est vraiment qu'il puisse y avoir une certaine agilité entre ces différents niveaux de soins. Entre la prévention, entre les services de proximité, entre les services de traitement plus spécialisés, jusqu'à des équipes vraiment plus surspécialisées. À ces idées-là de fluidité entre les paliers, il y a tous les concepts de no wrong door que vous avez probablement entendu, là, donc qui a été traduit là, en français parce qu'il n'y a pas de mauvais point d'accès. Donc, c'est que quand la personne est référée, ben, on essaye de s'assurer qu'elle ne se bute pas à simplement, ben non, tu n'es pas le bon service pour nous et puis il n'y a rien qui se passe. Donc, il puisse y avoir que tous les points d'accès puissent être des bons points d'accès, même si éventuellement la personne va être redirigée vers un autre palier. Il y a l'idée quand même de services un peu progressifs. Donc, vous voyez un peu la pyramide, c'est que normalement, la majorité des personnes reçoivent des services un peu plus de base, puis c'est une minorité des gens qui vont avoir besoin de services un petit peu plus spécialisés. Puis, ben, il y a toute l'idée d'implication là, des patients, donc la participation là, des utilisateurs, l'idée de rentrer les notions d'expérience culturelle, de réduction des méfaits, la participation des proches, l'intégration des services médicaux et psychosociaux qui sont inclus là, dans ces modèles. Au Québec, ça ressemble quand même pas mal à ce modèle-là par palier, ce qui a été fait. Donc, il y avait les services de proximité qui incluent tout ce qui est organisme communautaire, médecin de famille, CLSC, les guichets d'accès en santé mentale, certains services de psychologie. Il y a par la suite des services spécialisés où on va inclure les services de psychiatrie généraux. On va inclure les centres de réadaptation en dépendance qu'il y a un peu partout au Québec. Puis, il existe certains services surspécialisés pour des comorbidités, des troubles concomitants. Donc, on a une équipe ici au CHUM, l'Institut universitaire en santé mentale en a aussi, puis un peu partout au Québec, il peut y avoir certains programmes spécialisés comme ça, mais qui sont le bout du triangle où justement il y a une minorité de patients, puis c'est pas réaliste que tous les patients soient suivis dans ces équipes-là. C'est pas réaliste non plus que ces équipes-là suivent des patients à vie ou pour des très longues périodes. Donc, ça amène la réflexion de comment, à tous les niveaux, on peut arriver à une meilleure intégration des soins. Pourquoi on parle d'intégration? Est-ce que c'est seulement nous qui avons ça en tête? Mais c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus aussi dans les orientations ministérielles. Donc, quand on prend les deux derniers plans d'action interministériels, que ce soit le plan d'action en santé mentale, le plan d'action en dépendance, il y a cette vision-là d'intégration des soins. Puis j'ai mis la citation, on vous a mis la citation mais qui parle quand même le plus, là, qui est celle du plan d'action interministériel en santé mentale, qui mentionne quand même qu'il faut revoir un peu l'idée sur laquelle
des gens qui ont une problématique de dépendance ben, doivent nécessairement traiter leur dépendance avant de pouvoir bénéficier de services en santé mentale, puis que ce paradigme doit être changé pour que ce soit un peu plus le système qui s'adapte au patient plutôt que le patient qui doit s'adapter au système. Puis dans le plan d'action en dépendance, fait, il va quand même être mentionné justement qu'il y a des modèles au niveau organisation là, des services, puis qu'il faut viser le traitement concomitant de des troubles mentaux et des troubles du sommeil. Quand on parle de troubles concomitants, ben, il y a différents écrits. On ne passera pas dans l'ensemble qui est là, mais différents points de pistes de réflexion sur c'est quoi que ça peut inclure des services en troubles concomitants qui vont des services de dépistage jusqu'au plan de traitement un petit peu plus détaillé. L'idée serait d'être capable de faire des dépistages pour les deux conditions, donc autant santé mentale que au niveau de la toxicomanie, d'avoir la possibilité d'être impliqué autant pour la santé physique que la santé mentale, d'être capable d'avoir pour la santé mentale accès, si c'est nécessaire, à quelqu'un qui peut prescrire la médication nécessaire. De la même façon, pour le côté toxicomanie, d'avoir accès s'il y a des traitements médicaux nécessaires, d'avoir des ateliers, d'avoir des services où il y a de l'éducation psychologique qui est offerte, des interventions de prévention de la rechute pour les conditions autant santé mentale que toxicomanie. Pour les patients qui ont des besoins plus complexes, d'avoir un fonctionnement par gestionnaire de cas, de case management ou d'intervenant pivot, dépendamment comment vous le traduisez. D'avoir la capacité d'avoir une certaine surveillance de la médication, d'avoir des soins continus, donc la possibilité que les services ne soient pas tout le temps interrompus. Puis de pouvoir aussi avoir les groupes 12 étapes, les groupes d'entraide mutuelle, dont considérer d'avoir des groupes mutuels qui incluent le double trouble, le double rétablissement. Les attitudes sont assez importantes aussi, donc certaines attitudes clés pour l'intégration des soins au niveau des troubles concomitants. Vous allez voir que c'est des interventions qui sont souvent quand même déjà présentes, même quand on prend un seul des deux troubles. Donc, tout ce qui est l'alliance thérapeutique, l'engagement dans le traitement, de garder en tête, même si les troubles sont plus complexes, toute la perspective de rétablissement. De faire attention au contre-transfert. Donc, des fois, qu'on essaye d'intégrer un peu plus les services, ben, ça fait qu'on a peut-être une clientèle un peu différente qui va se retrouver dans nos bureaux. Ça peut faire réagir des deux côtés. Donc, on travaille plus en dépendance, de réagir un petit peu plus quand on pense qu'il y a des enjeux de santé mentale et vice-versa. De surveiller donc, certains symptômes psychiatriques, s'assurer de garder une posture d'accompagnement, de garder une compréhension, une empathie, même devant des situations plus complexes, de s'assurer, un peu comme j'ai mentionné tout à l'heure, d'ajuster les méthodes au contexte culturel de la personne, d'aider la personne à structurer, à le soutenir dans son organisation au niveau de sa vie. Encore la notion de continuité des soins, de prévention de la rechute là, qui revient, la motivation de la personne pour les deux troubles, donc autant pour changer les enjeux de santé mentale que les enjeux de toxicomanie, puis de s'assurer de miser sur les forces puis de renforcer là, les compétences de la personne. Pourquoi on parle de cette intégration-là? Comme j'ai mentionné, c'est qu'il y a quand même pas mal de données probantes là-dessus. Donc, ça vient d'un document de l'INES qui a été fait quand même il y a déjà plusieurs années, en 2016, où la référence est en bas s'il y en a qui le veulent, puis qui démontre quand même qu'il y a une utilité à intégrer les soins, qu'il y a une utilité à ce que les programmes qui intègrent les soins fassent preuve d'une certaine flexibilité, qu'il y a différents niveaux d'intégration, que ça peut être au niveau des interventions, au niveau des programmes, au niveau des équipes, puis que ça peut être adapté aussi selon le type de substance, le type de trouble de santé mentale. Tout ce qui est médication aussi, d'avoir une vision intégrée, d'être capable de traiter les deux problématiques en même temps, ça peut aider aussi à éviter dans certains cas là,
polypharmacologie, d'essayer d'avoir des médications qui peuvent faire d'une pierre deux coups. Puis, idem avec les interventions au niveau psychosocial. Il y a beaucoup de situations où on peut faire d'une pierre deux coups, de traiter les deux problématiques en même temps. Toute cette portion-là qu'on parle, donc qui est assez théorique, a pour but d'essayer d'amener à ce que tout le monde change un petit peu sa pratique. Donc, on ne peut pas intégrer les soins en se disant ça va être uniquement des équipes extrêmement spécialisées qui offrent absolument tout. C'est pas réaliste dans le système de santé. Et dans le modèle d'accompagnement, on va utiliser beaucoup ce modèle-là de l'ASAM. L'ASAM, c'est l'American Society of Addiction Medicine, qui est une image assez simple, mais qui permet de se dire qu'est-ce qu'on peut essayer de viser réalistement. Puis ça, peu importe qu'on travaille dans le milieu communautaire, en centre hospitalier, en centre de réadaptation en dépendance, c'est quelque chose qu'on peut nous parler. Donc, c'est l'idée de se dire que il n'y a plus personne qui devrait offrir uniquement les deux extrémités de traitement. Donc, de se dire, je fais uniquement de la toxicomanie, je ne fais pas de santé mentale, ou je fais uniquement de la santé mentale, je ne fais pas de toxicomanie. C'est ce qu'on devrait essayer d'éviter qu'il a. Puis, après ça, ben, d'être capable de se dire, ben, je suis spécialisé en dépendance ou j'offre davantage de services en dépendance, mais je suis quand même capable d'avoir un minimum de capacité en santé mentale. Et inversement, ben, si je travaille en santé mentale, ben, j'ai la capacité minimale d'intervenir en toxicomanie. Puis, selon les services qu'on développe, ben, il y a certaines équipes qui vont augmenter ce niveau d'intégration-là jusqu'à avoir certaines équipes qui intègrent complètement tous les services. Mais c'est pas réaliste que toutes les équipes soient complètement 100% intégrées. Puis d'avoir cette vision-là aide à avoir la réflexion qu'on a souvent à ECHO de se dire, ben, selon les capacités qu'on a, quel petit bout je suis capable de rajouter, quelle petite portion je suis capable d'avoir en supplémentaire. Puis ça peut faire une assez grande différence là, au niveau des soins des patients. Ce modèle-là a aussi des outils de mesure pour savoir à quel point on est intégré ou pas. Donc, il y a des échelles d'évaluation qui ont été développées là, par McGovern et Gotham, qui sont très complètes. Là. Donc, en 7 dimensions, il y a 35 éléments qui sont considérés, qui vont du clinique jusqu'au financement, à la gestion. Donc, c'est extrêmement large et qui peuvent permettre d'évaluer justement des équipes pour savoir où est-ce qu'on se situe au niveau de cette intégration-là. Ces outils-là, ben, c'est des outils qui ont été validés pour les troubles concomitants, puis qui ont été validés là, autant pour les équipes de santé mentale qui veulent voir à quel point ils intègrent des services en dépendance, puis les équipes plus spécialisées en dépendance pour voir à quel point ils sont capables d'intégrer là, certains services au niveau de la santé mentale. Un des avantages, c'est que c'est des échelles qui sont quand même cotées, hein, donc il y a un score de 1 à 5, donc ça donne un côté un peu plus objectif à quelque chose qui peut sinon paraître assez abstrait. Et ça permet aussi de savoir ben, si on cote un 2 ou un 3, ben, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on cote le niveau jusqu'au-dessus. Donc, ça peut quand même assez facilement permettre d'avoir des objectifs SMART hein, qui sont mesurables, atteignables, réalistes pour là. Quand on utilise ces échelles, c'est pas nécessairement souhaité que tout le monde cote à 5 partout, c'est pas nécessairement réaliste. Et puis, coter un 2, c'est pas nécessairement mauvais non plus. C'est vraiment d'avoir une image, puis de se dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut se rendre dans un processus là, d'amélioration. Il y a, ces échelles-là ont aussi été évaluées pour savoir est-ce que ça donne quelque chose quand les soins sont plus intégrés. Puis en fait, il y a une plus grande rétention là, dans les services intégrés qui cotent élevés à ces échelles-là. L'autre gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de coût d'utilisation. Donc, c'est possible de l'utiliser at large sans avoir à défrayer là, des frais. Cette expérience-là d'évaluation, ben, on l'a vécu, comme je mentionnais, en psychiatrie des toxicomanies. Ça s'est fait en deux volets. Donc, la
Première étape, on a des demi-journées quelques fois par année là, de réflexion sur où est-ce qu'on s'en va avec les services, quelle offre on a, c'est quoi notre programmation. On recherchait d'être capable d'avoir justement des critères un petit peu plus objectifs. Donc, on a commencé par passer cette grille-là, mais de façon d'auto-évaluation, donc de voir comment est-ce qu'on se coterait nous-mêmes, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses. L'année dernière, on a eu la chance là, de pouvoir bénéficier du soutien du Centre d'expertise en troubles concomitants pour avoir une évaluation externe. Donc, deux personnes externes à notre équipe sont venues, puis ont rencontré l'équipe, ont rencontré certains patients, ont révisé même une série de dossiers en tant que tel pour vraiment coter ces échelles-là, mais de façon plus objective en tant que telle. Puis d'utiliser ces critères-là objectifs, ben, ça permet pour chacune des dimensions de vraiment savoir c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses. Puis ça met vraiment en lumière ses forces, ses défis. Euh, Ça a été assez utile, en fait, pour consolider certaines pratiques, mais aussi pour se rendre compte que des fois, entre ce qu'on pense qu'on fait et ce qui, quand c'est regardé à l'extérieur, paraît, il y a une différence. Donc ça, c'est une réalité qui a été étudiée aussi. Là, quand on fait ces échelles-là, les auto-évaluations ont tout le temps tendance à surcoter un peu. Puis quand c'est des évaluations externes, la cote diminue un peu. Ce qui a comme effet que habituellement, quand on a une évaluation externe, mais on a des points qu'on peut améliorer, qu'on veut améliorer, et qui sont justement chiffrables avec des exemples de qu'est-ce qui peut être fait pour monter le niveau. Ça a facilité beaucoup de faire un plan d'action, en fait, d'amélioration. C'est ce que je vais vous présenter là, dans les slides qui viennent, de se dire, ben, qu'est-ce qu'on priorise dans les différents défis qu'on a, c'est quoi le plan d'action qu'on a. Je dirais que ça aide aussi quand on s'assoit avec nos gestionnaires de se dire, ben, on devrait être capable de se rendre, par exemple, à tel niveau. C'est ça serait les objectifs. Comment est-ce qu'on fait pour y atteindre? Quel soutien est-ce qu'on peut avoir? Sans passer d'évaluation complète, parce que comme dit, il y a 35 items, c'est très lourd. Je vous ai mis les trois prochaines slides sur l'exemple de plan d'action que ça a pu aborder, puis qui peut parler un peu plus au niveau clinique. Donc, un des grands thèmes, nous, qui revenait, c'était comment il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont dans la philosophie de l'équipe, mais qui ne sont pas extrêmement bien documentées. Donc, il y a plus de risques que ça soit quand même un peu personne dépendant, puis que si on change, il y a des rotations de personnel ou si on veut exporter un peu ce modèle-là, ben, c'est un peu plus difficile parce que c'est pas extrêmement bien documenté. Donc, on a mis sur pied, nous, un projet de base de données où chaque patient a sa base de données, où il y a certains éléments qui vont être rentrés par les intervenants, mais où on veut que cette base de données soit vivante. Donc, quand les éléments sont rentrés, ça va être transmis dans un plan d'action. Donc, si par exemple la personne a coté que il y a une instabilité au niveau du logement, ben, il va y avoir un onglet qui se met d'emblée dans le plan d'action sur qu'est-ce qui va être fait pour ce logement-là, ce qui va permettre de mieux documenter ce qui est fait, quelle intervention est faite, mais aussi de générer automatiquement une base de plan d'intervention, ce qui va être beaucoup plus facile, même si on pense après ça au transfert, au suivi d'après, là, d'avoir ces documents-là déjà faits. Donc, ce travail-là est encore en cours, hein. Vous voyez, il y a des éléments qui vont être faits jusqu'à 2025, mais ça donne un exemple de comment on peut utiliser l'évaluation en tant que telle pour essayer de transférer. Puis, dans les indicateurs, ils vont aussi donner des exemples pour chiffrer qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que c'est 80%, 100%? Qu'est-ce qu'on devrait être capable d'atteindre? Un des autres points qu'on a eu, c'est que il y avait pas, on avait certaines formations maison d'intégration là, des intervenants, mais qui étaient assez variables dépendamment des professionnels qu'il y avait, dépendamment certains enjeux de gestion de quand est-ce que la personne a été remplacée. Puis notre équipe est pas différente, je pense, que le reste du réseau. Donc ces temps-ci, on a quand même eu un peu plus de roulement de personnel, certains mouvements qui étaient là. Donc, c'était une autre grosse orientation qui était de monter un peu plus un parcours qualifiant pour favoriser l'intégration des nouvelles personnes, mais aussi consolider
tout le côté culture de l'équipe, puis de s'assurer aussi que les gens qui demeurent dans l'équipe plus longtemps ben, puissent bénéficier d'une formation continue, puissent être mieux outillés, puis continuer à améliorer leur capacité pour ça. Puis, finalement, le troisième point qui était plus la diffusion, puis je dirais les, euh, les aspects un peu, je dirais que c'est un peu le parti du plan d'action où on a pris tous les autres éléments puis qu'on a mis, qui était pour l'instant euh, plus vu pour du moyen terme, puis qui est beaucoup de la bonification de ce qui a été fait au niveau de la programmation. Donc, toujours le souci d'améliorer un peu l'environnement du programme, de dans tout ce qui est évaluation des risques, soutien aux proches, des choses qui étaient faites mais qui n'étaient pas systématisées nécessairement. Donc, comment le systématiser, le documenter davantage, comment augmenter un peu, notamment là, les partenariats avec le réseau communautaire, notamment pour tout ce qui était soutien aux proches, puis comment essayer d'être capable là, d'augmenter les documents qu'on peut donner à ces proches-là aux patients. Donc, il y a eu toute une idée revoir un peu le site Internet qui a été fait, de revoir les pamphlets, les documentations écrites là, qui étaient offertes en tant que telles. Donc, c'est une portion qui est encore en cours. Moi, j'espère, entre autres, que pour la base de données, une fois que ça va être finalisé, qu'on va l'avoir testé, c'est peut-être quelque chose qu'on va aussi pouvoir partager pour être capable là, que s'il y en a qui veulent l'utiliser, là, de la portion, entre autres, le plan d'action, là, de voir comment ça peut être mis en place. Donc, on aurait quelques minutes s'il y en a qui ont des questions. Bon, je vous ai mis là, les différentes références, mais s'il y en a qui ont des questions, commentaires, puis de savoir si c'est une capsule qui est un peu différente, qui est moins clinique, qui est un peu plus macro. Donc, moi, je suis curieux aussi de savoir si c'est quelque chose que vous trouvez intéressant, pas intéressant, mais pour savoir est-ce que c'est des choses qu'on veut répéter ou pas là, pour les prochaines années. Là. Je dirais que c'est une capsule un peu test cette année là, pour voir si ça vous parle un peu, beaucoup, pas du tout. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur cette capsule-là? Puis dans un deuxième temps, on prendra les commentaires, mais plus sur le écho en général.